Ce programme vous est proposé en audiodescription. Dans l'aéronautique, certaines enquêtes sont plus difficiles à mener que d'autres. A fortiori lorsque l'accident survient dans la zone tumultueuse du Moyen-Orient. Cet accident est très inhabituel, très bizarre. Tout le monde était sous le choc face à un crash d'une telle ampleur au Liban. Mais les explications les plus évidentes ne sont pas forcément les plus pertinentes. C'est quoi ça? Et pour les enquêteurs aéronautiques, la vérité est souvent au bout d'un long chemin. C'est ça. Voici l'histoire du vol Ethiopian Airlines 409. We are in an emergency. Nous sommes le 25 janvier 2010 à l'aéroport international Rafik Hariri de Beyrouth au Liban. Il est un peu plus de minuit. Le carburant, c'est bon. La masse est calculée. Au moment du départ, l'équipage vérifie la masse, le carburant, l'itinéraire, et ensuite il déroule la checklist de la compagnie avant d'entamer le roulage pour rejoindre la piste de décollage. Le commandant de bord, Abtamou Negassa, est pilote chez Ethiopian Airlines depuis plus de 20 ans et comptabilise à son actif plus de 10 000 heures de vol. Visite pré-vol effectuée. Visite pré-vol faite, tout est OK. Le copilote est nettement moins expérimenté. Aloula Beyene est tout juste diplômé de l'école de pilotage de la compagnie. Ce soir, 82 passagers ont embarqué à bord de ce Boeing 737 à destination d'Addis Abeba, en Éthiopie. Parmi eux, de nombreux Libanais, mais aussi quelques Éthiopiens rentrant chez eux après avoir travaillé à l'étranger. Sur ce vol de nuit, on compte également un officier de sécurité en civil. Depuis le 11 septembre, il y a un agent de la sécurité à bord. Il est chargé de protéger l'équipage contre toute menace extérieure. Depuis la guerre du Liban, l'aéroport de Beyrouth est toujours resté une zone sensible. C'est ici, en 1983, qu'un attentat au camion piégé a fait 241 victimes parmi les soldats américains. Plus récemment, en 2006, les 3 pistes ont été détruites par les Israéliens à l'occasion d'une des innombrables guerres entre Israël et le Liban. Mais en 2010, l'aéroport a retrouvé son apparence normale. L'aéroport civil de Beyrouth est très fréquenté et très bien agencé. Son seul handicap, c'est la proximité des montagnes, situées à l'est du terrain. La montagne libanaise encercle plus ou moins l'aéroport, forçant les avions à décoller face à la mer. Le plan de vol prévoit dans un premier temps un cap au sud-ouest, puis un virage à 180 degrés pour rejoindre le point de report baptisé Sheka. Ethiopian 409, vent faible, autorisé au décollage, piste de 1. Le contrôleur de la tour est en train d'autoriser le vol 409 au décollage. Virage immédiat à droite pour Cheka. Reçu, autorisé au décollage, piste 2-1, virage immédiat à droite pour Cheka de Ethiopian 409. Dégagé à gauche. Dégagé à droite. Le commandant allume son radar météo, Je m'occupe de la météo. OK, j'ai les commandes. alors que le copilote va assurer le décollage. Cette nuit-là, il y avait des nuages qui s'étalaient entre 2000 et 20 000 pieds. Et il y avait aussi des cellules orageuses éparses dans la région. Poussez le décollage. Rapidement, le 737 prend de la vitesse sur la piste. La vitesse grimpe. Vérifié. T'as vu ça? Rotation. À 2h30 du matin, le vol 409 s'envole dans les airs.
Leur procédure de décollage et la première phase du vol en lui-même semblaient tout à fait normales et parfaitement maîtrisées. Train rentré. Cap sélectionné. Cap sélectionné, vérifié. Les pilotes poursuivent leur montée initiale en engageant l'avion dans un virage sur la droite. Ethiopian 409 de contrôle. 19-3, Massalam. Au même moment, le contrôleur de la tour transfère le vol à son collègue de l'approche. Ethiopian 409, bonjour, montez au niveau 290. Ce nouveau contrôleur autorise le vol 409 à monter à 29 000 pieds, presque 9 000 mètres. Niveau 290, Ethiopian 409. Mais rapidement, la météo se dégrade. Quand la foudre tombe dans cette zone, on voit bien les éclairs et on ressent les turbulences. Monsieur, pour raison météo, je vous propose le cap 270 qui est plus dégagé. 2-1, répétez. Vous confirmez le cap 210? Après quelques minutes de vol, la situation se détériore brutalement. Une alarme avertit l'équipage que leur inclinaison sur la droite est dangereusement élevée. L'inclinaison de l'avion était largement au-delà des limites autorisées. Et le commandant Negasa corrige aussitôt la situation. Il braque son manche vers la gauche où menace la zone orageuse signalée par le contrôleur. Quand l'avion est soumis à de fortes précipitations, le cockpit peut devenir très bruyant. Ça monopolise forcément une partie de votre attention. Voyant le vol 409 revenir sur Beyrouth au lieu de s'en éloigner, le contrôleur redemande à l'équipage de virer à droite. Ethiopian 409, Suivez le cap 270. virez à droite, cap 270. À ce moment-là, le contrôleur a dû commencer à s'inquiéter du changement de cap effectué par l'équipage. L'avion risquait de perturber le trafic entrant et il fallait absolument l'éloigner de l'aéroport. Cap au 270, reçu. Ok, quel cap il a donné? 270, réglé. À ce moment, un bruit étrange retentit dans le poste. C'est quoi ça? C'est le vibreur de manche, une alarme indiquant que l'avion menace de décrocher. La vitesse! Mais qu'est-ce qui se passe? Remets les gaz! Remets les gaz! Ok, je remets les gaz. Le commandant pousse à fond les manettes de puissance des deux réacteurs. Ethiopian 409. Prenez le cap 270. Prenez le cap 270. Virez à droite pour le cap 270 maintenant. À chaque fois qu'un contrôleur dit à un pilote de faire quelque chose maintenant, il est en fait en train de lui dire qu'il est en danger. La vitesse diminue. Ethiopian 409, vous allez droit sur sur la montagne. Virez à droite maintenant, cap 270. Il craignait que l'avion n'aille droit sur les montagnes situées derrière l'aéroport de Beyrouth. À bord, c'est la confusion totale. Et les violents soubresauts de l'appareil deviennent une véritable torture pour les passagers. C'est horrible. Vous subissez une pression jusqu'à 3G. Ça vous colle à votre siège. Vous allez vous écraser. Et autour de vous, il y a des passagers complètement muets et d'autres qui hurlent de terreur. Mon Dieu! Mon Dieu! Mon Dieu! Ethiopian 409 de Beyrouth. Ethiopian 409 de Beyrouth. Nous avons perdu un avion, l'Ethiopian. Nous ne savons pas ce qui s'est passé, nous ignorons sa position. Le vol Ethiopian 409 a percuté la mer Méditerranée 5 minutes après son décollage de Beyrouth.
Dès la disparition signalée, les autorités libanaises lancent un appel de détresse à tous les bateaux disponibles ou circulant dans le secteur, depuis les bateaux de pêche locaux jusqu'aux navires de guerre étrangers. Ma première réaction a été « cet accident est très inhabituel, très bizarre ». Cela nécessitait vraiment une enquête très sérieuse pour déterminer ce qui s'était passé. En 35 ans, c'est le premier accident grave survenu sur un vol commercial au Liban. Aussitôt, l'aviation civile libanaise envoie sur place une équipe d'enquêteurs menée par Hamdi Chaouk. Dès que je suis arrivé à l'aéroport, j'ai essayé de gérer tous les aspects du crash. D'accord. Le plus difficile n'était pas tant de négocier avec les équipes de recherche et de secours qui venaient majoritairement du ministère de la Défense intérieure, mais plutôt de gérer tous ceux qui n'avaient jamais fait ce genre de choses. C'est leur dernière position connue. Lui-même ancien pilote, Hamdi Chaouk est un des experts aéronautiques les plus expérimentés du pays. Notre zone de recherche est déterminée par ce quadrillage. Nous avons des bateaux ici, ici et là. Il s'adjoint comme second Mohamed Aziz. Notre priorité, c'était de retrouver des survivants, si par miracle certains avaient réussi à en réchapper. On l'espérait d'autant plus que dans les premières heures, on a découvert 2 ou 3 corps. Ils avaient dû être éjectés de l'avion au moment du crash. Est-ce que vous avez des traces de l'épave? Négatif, rien. D'emblée, la pression des autorités pèse très lourd sur les épaules des enquêteurs. On voudrait donner des réponses aux questions des familles qui nous demandent pourquoi leurs proches sont morts. Vous n'avez plus qu'un seul but, connaître la vérité. Rien trouvé ici? Non. Non? Mais pour l'instant, la zone orageuse qui menaçait le vol 409 est toujours active. La météo était le principal obstacle rencontré par les équipes de recherche et de secours. Elle était très mauvaise, surtout en mer. Et il y avait de très hautes vagues qui rendaient les opérations difficiles. Ok. Voyons dans quelles conditions météo ils ont volé. La présence d'un orage violent peut-elle être l'explication du crash du vol 409? Il y avait des orages à l'ouest de l'aéroport. Les orages peuvent être très dangereux. Ils peuvent menacer le vol en abîmant la structure de l'avion et en rendant toute opération de secours très compliquée. Dans de rares cas, la foudre peut aussi causer d'importants dégâts sur l'électronique de bord. Il n'est pas rare qu'un avion soit touché par la foudre, et généralement il s'en sort indemne. Mais un orage peut être un facteur aggravant dans certains cas. Mais déjà une autre rumeur, celle d'un attentat terroriste, se répand comme une traînée de poudre. Quand on vit dans un pays comme le Liban, on a souvent des combats ou des attentats à l'explosif. La première chose à laquelle on pense quand un avion disparaît comme ça, tout à coup, c'est un attentat à la bombe. Alors que le jour se lève, la mer commence à rejeter sur la plage les premiers débris du vol 409. Un peu au large, les bateaux récupèrent des objets flottants et les premiers corps. Il est rapidement évident qu'il n'y a aucun survivant. The Lebanese army have recovered 7 bodies. Les 82 passagers et 8 membres d'équipage ont tous été tués sur le coup. Évidemment, la majeure partie de l'épave est au fond de la mer. Et tant qu'elle y restera, il sera bien difficile aux enquêteurs d'expliquer quoi que ce soit. Les premiers à être interrogés sont les seuls témoins du drame, les contrôleurs aériens de l'aéroport. Eux sont persuadés qu'il s'agit d'un attentat. J'ai vu un grand flash orange, et c'est comme si l'avion avait explosé. Le contrôleur a vu une boule de feu à l'endroit où il pensait que l'avion s'était écrasé. Du coup, certains ont conclu à une explosion criminelle. En cas d'attentat, on devrait forcément trouver des traces sur les débris de l'appareil.
Encore faudrait-il localiser l'épave du vol 409. Il faut revenir aux indices matériels parce qu'ils parlent d'eux-mêmes. Les débris de l'avion peuvent vous dire comment l'accident est arrivé. Mais pour l'instant, faute d'expérience en la matière, les équipes de recherche patinent lamentablement. Pas de chance. Vous avez examiné ce secteur-là? Oui, nous avons regardé partout. Ici, là, là. On avait une idée approximative de l'endroit où l'avion était tombé. Mais la marine et l'armée de l'air n'ont rien trouvé dans la zone qu'on leur avait indiquée. Un navire de la marine libanaise, équipé d'un sonar, se lance dans la détection du signal radio émis par les boîtes noires en cas de choc violent. Les boîtes noires émettent un signal de localisation pendant 30 jours. Mais après 2 jours de recherches infructueuses, les Libanais s'aperçoivent que leur sonar n'est pas adapté pour détecter les signaux de localisation des boîtes noires. On n'arrivera jamais à les retrouver dans ces conditions. On n'est pas équipé pour. On ne pensait qu'à retrouver les enregistreurs. Hamdi Chaouk décide alors de demander l'aide de l'aviation civile française. On espère que vous pourrez venir le plus vite possible. Oui, c'est très urgent. Ok. La France possède l'équipement et l'expertise en matière de recherche de boîtes noires. Ok, super. Très bien, merci. Super. Ils sont en route. C'était l'occasion pour tout le monde de se perfectionner, surtout pour les chefs plongeurs et les officiers de marine. Avec le matériel adéquat, merci d'être venu. Suivez-moi. Les chances sont réelles de retrouver l'épave et de faire rapidement avancer l'enquête, car le Boeing 737 est aussi l'appareil le plus utilisé au monde. Ce type d'avion vole dans le monde entier. C'est pourquoi, dès qu'il y a un problème, on prend toutes les mesures pour le résoudre. Le 737 étant un avion de construction américaine, le Bureau de la sécurité des transports américains envoie également un enquêteur, en la personne de Dennis Jones. Bienvenue à Beyrouth. Merci. Ils n'avaient localisé ni le lieu du crash, ni les enregistreurs de vol, qui sont des pièces essentielles. Pour l'instant, les enquêteurs n'ont à leur disposition que l'enregistrement radar de la trajectoire suivie par l'avion. Va chercher l'enregistrement radar de l'aéroport. Ils devraient nous montrer ce qu'ils ont fait. En général, les données radar et tout ce qui émane de la tour de contrôle constituent les informations les plus accessibles. Nous avons donc pu les étudier assez rapidement. Et le tracé radar donne une trajectoire étonnante. C'est comme s'il n'y avait pas de pilote. Exactement. Dès le décollage, l'avion semble suivre une trajectoire irrégulière et totalement inhabituelle. En voyant la trajectoire de l'avion, on s'est demandé ce qui avait bien pu se passer à bord. C'était comme s'il n'y avait pas de pilote dans le poste. 2-7-0. Comme si personne n'était aux commandes de cet avion. Cette trajectoire étrange de l'appareil rend les enquêteurs perplexes. Alors, voici la trajectoire. Pourrait donc être n'importe où le long de cet axe. Ils pressentent que la vérité n'émergera qu'avec le contenu des boîtes noires, pour l'instant introuvables. Nous avions là une visualisation externe du vol grâce aux données radar et à celles de la tour de contrôle. Mais nous n'avions toujours aucune idée de ce qui s'était réellement passé à bord de l'avion. On était impatients de retrouver les enregistreurs. C'est ça. C'est ça. C'est exactement ce qu'on cherche. Finalement, 8 jours après l'accident, le matériel français permet de localiser l'épave du vol 409. Elle a été retrouvée à 45 mètres de profondeur et à 5 km au sud-ouest de l'aéroport. Un sous-marin français, entièrement automatisé et équipé de caméras, est envoyé en éclaireur. Nous avions le sous-marin Odyssey. On l'utilisait habituellement pour prendre des photos ou étudier les épaves échouées sur les fonds sous-marins. Remonter l'ensemble des débris à la surface coûterait une fortune. Les enquêteurs décident donc de se concentrer sur la queue du Boeing 737, là où se trouvent les 2 boîtes noires. Nous avons récupéré la queue, le stabilisateur horizontal avec le cône arrière,
Et on a retrouvé l'enregistreur de paramètres juste en dessous du cône. On était très contents d'avoir récupéré ces pièces. Le gouvernement libanais a immédiatement organisé leur transport dans un endroit adéquat pour qu'on puisse les étudier. Mais pour l'instant, seul l'enregistreur de paramètres est remonté. Et le CVR? L'enregistreur de conversation dans le poste, lui, demeure introuvable. Il doit se situer dans cette zone. C'est ce qu'on pense. Les plongeurs poursuivent leurs recherches à 45 mètres de profondeur. Quant aux enquêteurs, ils travaillent sur les images vidéo tournées par le sous-marin pour se faire une idée du champ des débris. Ok, dessinons un plan avec tout ça. Si l'avion a explosé en vol, les débris vont être localisés sur une large surface. En revanche, si le 737 était entier au moment de l'impact avec la mer, le champ des débris sera plus resserré et allongé. À l'aide de la vidéo sous-marine, une cartographie très précise des différents morceaux de l'avion est établie. Un autre par ici, bien aligné et bien placé. Nous avons retrouvé toutes les pièces au fond de l'eau. Elles étaient disposées sur une ligne droite d'environ 300 mètres. Les enquêteurs cherchent également les traces d'un éventuel incendie en vol. On cherchait aussi une certaine forme de signature, susceptible de nous indiquer la présence d'un incendie par exemple. Reviens en arrière, je veux revoir cette pièce. Mais à première vue, les débris métalliques ne portent aucune trace, ni d'explosion, ni de flamme indiquant un feu à bord. En regardant les images vidéo, on n'a identifié aucune marque noire pouvant indiquer la présence de suie ou d'autre chose. Nous n'avons rien vu. Il n'y a aucun signe d'explosion. Ethiopian 409 de Beyrouth. Ils ont conclu que l'explosion vue par le contrôleur n'était peut-être qu'un reflet lumineux. Toute cette nuit-là, il y a eu de l'orage. On entendait la foudre et les éclairs. Ça pouvait ressembler à des bruits d'explosion. En plus, les éclairs génèrent une lumière très intense, encore plus forte que celle d'une explosion. Les espoirs des enquêteurs reposent maintenant sur les paramètres enregistrés dans la boîte noire retrouvée. Rien pour l'instant. Un bon millier de paramètres sont à leur disposition. L'enregistreur des données de vol, qui est connecté essentiellement aux instruments, nous donne les paramètres de l'avion et les informations sur le vol. Dans ce cas-là, on avait 25 heures d'enregistrement. Toutes les données paraissent normales, à l'exception d'un seul chiffre. Regardez la position du compensateur. Un peu basse, mais encore correcte. La gouverne de profondeur fait partie de la queue de l'avion. C'est en actionnant cette gouverne que les pilotes vont, selon leurs besoins, faire monter ou descendre leur appareil. Ok. Le carburant, c'est bon. La masse est calculée. Visite pré-vol faite, tout est ok. Les paramètres enregistrés révèlent que la gouverne de profondeur était positionnée légèrement plus bas que la normale au moment du décollage. Une variation a priori trop faible pour entraîner une perte de contrôle en vol. Mais pour en être certain, les enquêteurs reconstituent la configuration dans un simulateur. À ce point-là de l'enquête, on avait toutes les données sous la main. Il fallait qu'on obtienne des indices plus factuels. Je l'ai. La voilà. Enfin, la deuxième boîte noire, l'enregistreur de conversation dans le poste, est retrouvée. Ouais, ça y est. Hé, Aziz! Ça y est! Vous l'avez trouvé? Je remercie les plongeurs de la marine libanaise. Avec leur équipement rudimentaire, ils ont fait des recherches à main nue, par 45 mètres de fond, ce qui est assez périlleux. Et ils ont fini par retrouver la boîte. Pour l'enquête, le contenu de cette boîte noire, les échanges entre les pilotes, peut être déterminant. Le carburant, c'est bon. La masse est calculée. Les techniciens synchronisent l'enregistrement des sons du cockpit Visite pré-vol effectuée. avec la trajectoire de l'avion Visite pré-vol faite, tout est ok. et essaient de détecter la moindre anomalie. On voulait vérifier l'hypothèse d'un éventuel problème technique en essayant de le déceler à travers leurs échanges et leur comportement. Ethiopian 409, vent faible, autorisé au décollage, piste 2-1, virage immédiat à droite pour Cheka.
Reçu. Autorisé au décollage piste 2-1. Virage immédiat à droite pour Cheka de Ethiopian 409. Vous semblez aller parfaitement bien. Jusqu'au décollage, la première phase se déroule normalement. Virez à droite, direction initiale 315. 315, reçu. La consigne de changement de cap du contrôleur au pilote est très claire. Pourtant, bizarrement, l'appareil va partir dans une direction différente. Alors qu'ils atteignaient le cap qui leur avait été donné, ils l'ont dépassé. Il était supposé virer jusque-là, mais il a poursuivi son virage. Ils ont dévié de leur trajectoire. Monsieur, pour raison météo, je vous propose le cap 270 qui est plus dégagé. Chaque correction de trajectoire effectuée par les pilotes est beaucoup trop forte, avec une inclinaison trop importante. Ça montre clairement que l'avion n'était plus contrôlé. Ethiopian 409, vous allez droit sur la montagne. Virez à droite. Maintenant, cap 270. Comme l'avion prenait de plus en plus d'inclinaison, le nez avait tendance à piquer de plus en plus vers la mer. Engageant l'avion dans une vrille. Mon Dieu! L'avion était hors contrôle. Et rien dans l'enregistrement ne laisse supposer une défaillance mécanique. On n'a rien entendu qui puisse laisser soupçonner un quelconque dysfonctionnement, ce qui était d'ailleurs concordant avec l'enregistrement des données de vol. On avait manifestement affaire à quelque chose qui nous échappait depuis le début. Bref, en l'état, le mystère de l'origine du crash reste entier pour les enquêteurs. Ils décident alors de s'intéresser à l'historique de maintenance du Boeing 737. Et ils découvrent que l'avion avait présenté dans le passé de dangereuses fissures sur une partie vitale de la queue. Hé, Denis, je crois qu'il faut vérifier le compensateur. Le compensateur est une petite surface installée sur la gouverne de profondeur. Son réglage permet de maintenir la gouverne dans une position donnée sans aucun effort pour les pilotes. C'est comme comparer la direction assistée d'une voiture avec une direction manuelle. Une défaillance du compensateur pourrait expliquer les difficultés rencontrées par le commandant pour contrôler son appareil. Cap à gauche 270. Cap au 270, reçu. D'après mon expérience personnelle, piloter un avion sans compensateur peut s'avérer extrêmement difficile. Ça peut même être au-dessus des forces physiques d'un pilote quand il s'agit de contrebraquer fortement la gouverne. Vous pouvez l'amener ici. La chance sourit aux enquêteurs. La gouverne de profondeur et son compensateur font partie des pièces remontées du fond de la mer. On avait rassemblé toute l'équipe pour faire une évaluation de cet avion. Comme il avait dû heurter l'eau à une vitesse de 400 nœuds environ, on s'attendait à trouver beaucoup de pièces endommagées par l'impact. On voulait déterminer si un facteur antérieur au vol avait pu avoir une influence sur l'enchaînement des événements dans l'accident. Mais les espoirs s'évanouissent rapidement. L'examen du compensateur ne révèle aucune défaillance mécanique. A priori donc, le Boeing 737 était en parfait état de vol. Et personne ne réussit à comprendre comment et pourquoi l'avion et ses 82 occupants sont allés percuter la mer quelques minutes après leur décollage. Les enquêteurs décident alors de relancer leur enquête en se rendant aux États-Unis, afin de reconstituer l'accident à bord d'un simulateur de dernière génération. Ok, on va lancer l'Ethiopian 409. On va configurer le compensateur dans la même position. L'enregistrement des paramètres du vol a montré que le compensateur de la gouverne de profondeur était dans une position plus basse que la normale. Cette position a-t-elle pu avoir des conséquences sur le pilotage de l'avion ? Vous vous retrouvez aux premières loges pour assister à ce que l'équipage a vu et la manière dont l'avion a réagi.
Ok, voyons comment il va se mettre à voler. Dans un premier temps, la position basse du compensateur rend le contrôle de l'avion un peu plus difficile. Ce n'est pas vraiment très agréable. Le compensateur n'était pas bien réglé pour le décollage. C'était un écart très faible, mais assez important pour que le compensateur exerce une pression sur le manche. Ce qui fait que le pilote était toujours plus ou moins en train de lutter contre l'avion. Mais au simulateur, les pilotes n'ont aucune difficulté à corriger le problème. Ok, alors, essai sans le compensateur. À chaque fois qu'on a essayé de reprendre le contrôle de cet avion, on a réussi. Eh bien, ils auraient dû conserver le contrôle. Visiblement, la mauvaise position du compensateur n'explique pas le départ en vrille de l'avion, et donc n'est pas à l'origine du crash. Retour à la case départ. La compagnie Ethiopian Airlines, elle, croit toujours à une action terroriste et refuse d'écarter l'hypothèse d'une bombe tant que les principaux morceaux de l'épave n'ont pas été remontés à la surface. Avec les enquêteurs, le désaccord est total. On leur a dit qu'il y avait une très faible probabilité pour qu'une bombe ait été placée à bord. Parce que si ça avait été le cas, l'avion aurait eu une trajectoire normale avant d'exploser. Une bombe ne provoque pas ces mouvements de gauche à droite ni de haut en bas avant d'exploser. Mais les raisonnements techniques font pâle figure face aux rumeurs galopantes. Et la pression ne cesse d'augmenter sur les enquêteurs. Tout le monde veut une explication au drame. Dans une enquête sur un accident d'avion, la meilleure méthode à suivre est bien souvent celle de Sherlock Holmes. On élimine tout ce qui n'est pas arrivé. Il reste tout ce qui est probablement arrivé. Là, on avait la certitude que les contrôleurs avaient fait leur travail. Virez à droite, direction initiale 315. Les systèmes de navigation au sol fonctionnaient. L'avion fonctionnait correctement. Il ne restait plus que l'équipage. Les enquêteurs reprennent l'enregistrement sonore du cockpit. Sans doute un indice, un détail dans les discussions entre les deux pilotes leur a-t-il échappé. Tout semble normal. Visite pré-vol effectuée. Visite pré-vol faite, tout est OK. Ils finissent par noter un infime détail. L'humeur, le débit et même le ton de la voix. Le carburant, c'est bon. La masse est calculée. Ne reflète pas forcément ce qui se passe réellement dans l'avion. Pendant la phase de décollage, T'as vu ça? le commandant voit quelque chose et il dit au copilote « Tu as vu ça ?» Mais on n'a aucune réaction du copilote. Un silence inhabituel pour un copilote. OK. Pilotage automatique. Pire, il ne suit pas les instructions du commandant. Attends, arrête ça. Ça aurait dû changer quelque chose. L'avantage d'enclencher le pilotage automatique à ce moment-là, c'est que le pilote n'a plus à se préoccuper de la trajectoire de l'avion et qu'il a une vue d'ensemble. Disons que ça lui donne le recul nécessaire pour analyser la situation. Le pilotage automatique peut non seulement maintenir une trajectoire, mais aussi gérer la puissance des moteurs. Sauf que dans le cas du vol 409, il était impossible d'enclencher le pilotage automatique. C'est impossible de l'enclencher. OK, pilotage automatique. Le système de pilotage automatique est conçu pour ne pas s'enclencher lorsqu'un des deux pilotes tire sur le manche, ce qui était le cas du commandant. Et le copilote à aucun moment n'a signalé au commandant que le pilotage automatique refusait de s'enclencher. Si le pilotage automatique avait été enclenché au moment où le commandant l'a ordonné au copilote, l'avion aurait été sauvé.
La communication entre les membres de l'équipage n'avait pas la qualité professionnelle requise à ce moment-là. Le comportement de l'équipage est clairement en cause, et les enquêteurs commencent à croire à une défaillance humaine, plus précisément à ce que l'Académie de médecine appelle une incapacité subtile. C'est très difficile à détecter. Si un pilote aux commandes a un infarctus et s'effondre sur le manche, il ne fait aucun doute qu'on est dans le cas d'une personne en incapacité. Vous confirmez le cap 210? Négatif, monsieur. Procédez directement vers Tcheka. Virez à gauche maintenant, cap 270. Cap à gauche 270. Reçu, gauche, cap 270. Par contre, si on a un pilote qui est aux commandes et qui commence à perdre le fil sans qu'on s'en aperçoive, puis qui se met à mal gérer les commandes ou à appuyer sur le mauvais bouton, ça peut prendre un certain temps avant que les autres membres de l'équipage ne puissent rattraper ces erreurs. C'est ce qu'on appelle être en incapacité subtile. Mais l'incapacité subtile est une idée controversée, allant au-delà de l'erreur habituelle de pilotage. C'est quoi ça? L'incapacité subtile peut être provoquée par des causes psychologiques, physiologiques ou la combinaison des deux. Ça peut avoir une origine mineure, la conséquence d'un traitement médical par exemple. Mais ça peut aussi provenir d'un stress ou d'une fatigue. Drogue et alcool peuvent générer aussi ce type de problème. Dans l'aviation commerciale, où la pression permanente est forte, la lutte contre ces deux fléaux est permanente. Le dépistage de drogue est pratiqué sur tous les employés, du bagagiste aux membres d'équipage. Ça se fait généralement de façon aléatoire, mais ça se fait. Mais il n'existe aucun test pour détecter une fatigue excessive. Il y a eu d'autres accidents avec ce même genre de comportement. Un des cas les plus connus est celui en 2009 d'un vol de Continental aux États-Unis. Harassés de fatigue, les deux pilotes n'ont pas su réagir au décrochage de leur avion et l'ont payé de leur vie, ainsi que leurs 49 passagers. Ça ne te donne pas envie de dormir? Les enquêteurs continuent l'analyse minutieuse de l'enregistrement du cockpit. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils détaillent chaque parole prononcée par les deux pilotes. Ça ne te donne pas envie de dormir? Dès qu'on entend quelqu'un prononcer le mot dormir, nos antennes se dressent immédiatement. Ça doit être ce qu'on a mangé. Il y avait de l'herbe dedans. Tu as eu des vertiges? Ah, je n'arrivais pas à dormir. Moi non plus. Il est intriguant pour les enquêteurs d'entendre les pilotes plaisanter sur leur niveau de fatigue et faire allusion à de mystérieuses herbes. Deux éléments renforçant l'hypothèse de l'incapacité subtile. Essayer d'expliquer le comportement des pilotes durant cette nuit-là, c'était vraiment la partie la plus difficile de l'enquête. C'est pourquoi on a tenu compte du plus petit détail, à commencer par la nourriture qu'ils avaient mangée et le type de repos qu'ils avaient eu. Mais pour cela, il faut retracer l'emploi du temps des pilotes durant les heures précédant le décollage. À quelle heure il s'est enregistré? C'est même la principale priorité. Dans cet accident, on n'avait pas retrouvé les corps des pilotes. On ne pouvait donc pas pratiquer d'autopsie. Nous avons immédiatement contacté l'hôtel pour leur demander s'ils avaient remarqué des bouteilles d'alcool ou des traces de drogue dans les poubelles, ou même s'ils avaient vu les pilotes sortir, prendre un verre, par exemple. Les images des caméras de surveillance sont passées au crible pour détecter un comportement anormal des deux pilotes. Nous avons également visionné les images des caméras de sécurité de l'aéroport. Les pilotes marchaient normalement. Toutes les personnes interrogées disaient qu'ils avaient l'air normal. Les enquêteurs se rendent même en Éthiopie pour mener une enquête de personnalité auprès des familles des pilotes. Merci d'avoir pris le temps de venir me voir. Je vous présente mes sincères condoléances. Je voudrais juste vous poser une question sur votre frère. Est-ce qu'il buvait? Non. Mais ils ne trouvent aucun indice indiquant une consommation de drogue ou d'alcool. Le commandant ne buvait pas une goutte d'alcool. C'était un sportif qui pratiquait différentes disciplines.
Une incapacité subtile est toujours difficile à prouver. Mais les enquêteurs ne se découragent pas. Ils s'intéressent maintenant au planning de l'équipage et à leur nombre d'heures de vol effectuées. Cap sélectionné. Cap sélectionné, vérifié. Et ils découvrent des éléments inquiétants concernant le commandant du vol 409. Durant les 2 mois précédant l'accident, il a quasiment volé tous les jours. Sur une période de 51 jours, il a dû voler 45 jours en tout. Il a enchaîné les vols, prenant le minimum de repos. C'est légal, mais ça représente une grosse masse de travail. Travail, travail, travail. La dernière occasion pour l'équipage de se reposer fut l'escale à Beyrouth avant leur vol retour. J'aimerais bien manger autre chose que nos plateaux repas. Qu'en dis-tu? Ouais. Ça pourrait être bien. Ok. On fait ça. Avant le vol, ils se sont offerts un déjeuner copieux, mais ils n'ont pas pu se reposer correctement. C'est ce qu'ils se racontaient et qu'on entend dans l'enregistrement. Tu as eu des vertiges? Oh, je n'arrivais pas à dormir. Pour les enquêteurs, le repas trop lourd les a empêchés de dormir. Ah, merci. L'indigestion et la fatigue ont certainement affecté le comportement du pilote pendant les procédures de vol. Monsieur, pour raison météo, je vous propose le Cap 270 qui est plus dégagé. 2-1, répétez. Et la présence d'orages violents n'a rien arrangé. La météo peut être un facteur de stress supplémentaire pour les pilotes. De nuit, sans repère visuel, fatigués, ils ont perdu leur sens de l'orientation. Ce vol était en danger depuis le début. C'est quoi ça? Il semble que l'équipage n'ait jamais eu la pleine maîtrise de la situation. Remets les gaz! Remets les gaz! Ok, je remets les gaz. Les enquêteurs rendent leurs conclusions. Pour eux, l'accident est dû à la trop grande fatigue de l'équipage et à son incapacité à réagir correctement après un premier virage mal engagé. Un exemple typique d'incapacité subtile. Nous pouvions donc prouver que les symptômes que nous avions détectés étaient bien ceux de quelqu'un atteint d'une incapacité subtile. Mon Dieu! Comme souvent, cet accident est donc principalement dû au facteur humain. Dans leur conclusion, les enquêteurs recommandèrent fermement à Ethiopian Airlines la mise en place de règles plus rigoureuses concernant le repos des équipages. C'est une chose d'avoir de l'expérience et de la compétence pour accomplir un travail, c'en est une autre de se maintenir en forme pour le mener à bien. Malgré les avancées technologiques, tant que les hommes continueront à piloter, la fatigue, la distraction ou l'incompétence constitueront toujours un risque pour l'aviation. Je ne suis pas certain qu'on puisse prévenir l'incapacité subtile. Mais on devrait au moins essayer d'éliminer tous les risques liés aux facteurs humains, car ils sont encore la cause de la plupart des accidents d'avion. Visite pré-vol faite, tout est ok.